Joseph, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que la misère? La misère. Être sans droit. Si ces familles ou ces personnes sont sans droit, c'est parce qu'on les considère comme inférieurs, incapables d'assumer leurs responsabilités. C'est qu'on les considère comme... elles le disent, les familles d'ailleurs, on les considérait comme rien. Ouais, c'est ça la misère. On ne voit même plus les efforts que vous faites. On ne vous regarde plus. Ouais, on ne vous regarde plus. Et comment vous avez été amené à rencontrer ces familles? Ces familles avaient besoin avant tout je dirais, d'être reconnues, d'obtenir... Enfin, elles devaient savoir que j'avais confiance en elles. Et alors je me suis acharné pendant des années à m'assurer pour moi-même et à m'assurer pour elles qu'elles pouvaient. Et parce qu'elles pouvaient, elles devaient tout faire pour s'en sortir. On s'est mis ensemble comme ça, à creuser la terre, on s'est mis ensemble à mettre du ciment, on s'est mis ensemble à doubler les igloos, à faire des chambres particulières pour les enfants, de façon à ce que les enfants aient moins froid l'hiver, et moins chaud aussi l'été, ils se déshydratent pas. C'était une aventure absolument extraordinaire avec les familles, à tel point qu'au bout d'un certain moment, elles ont dit, mais si on se mettait en association, si on se mettait en groupe, et un beau jour, comme ça, en nous référant à 1789, alors on a découvert les cahiers de doléances du Caritas, et on s'est dit, mais si on s'appelait Carmonde, des gens debout, des gens qui veulent s'en sortir, des familles qui refusent la misère et qui demandent aux autres de s'unir à elles pour sortir de la misère. C'est comme ça qu'a été créé le mouvement. Et quelle est la situation actuelle des gens du Carmonde? Ce qui est certain, c'est que partout vous rencontrez des familles qui ont connu le mouvement ou qui ont marché avec le mouvement. Toutes, elles vous disent, au fond, avec l'atelier, on n'est pas d'accord sur tout. Mais l'atelier nous a rendu l'honneur. Et je crois que, si vous voulez, on a permis d'exister à un peuple inconnu et rejeté, mis à l'écart, à l'encan. Et ça, je crois que c'était la grande victoire. Puis la deuxième victoire, c'était que des gars, des filles, des hommes et des femmes, eh bien, on pensait que de vivre avec le Carmonde pour lutter avec lui, pour l'arracher à la misère, pour s'arracher ensemble à la misère, eh bien, ça valait la peine. Je pense que la deuxième victoire des familles, ça a été certainement la création d'un volontariat tel que celui d'ATD Carmonde. Et ça n'a pas été sans peine, parce que c'est évident que, par exemple, lorsque je l'ai trouvé en Secord Noisy-le-Grand, il y avait de la soupe populaire, il y avait la banque alimentaire, il y avait tout ce qui aujourd'hui existe pour les pauvres, malheureusement. Et moi, j'ai commencé par bâtir une bibliothèque. Alors évidemment, les gens ils comprenaient pas, c'était une démarche absolument incompréhensible pour eux, et non seulement les familles, mais aussi l'environnement. Les gens disaient, mais enfin, ces gens ils savent pas lire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de bâtir une bibliothèque. Et puis des cours de danse, j'ai créé des cours de danse, puis j'ai créé aussi des clubs d'esthéticiennes, enfin de valoriser les personnes de façon à ce que se valorisant elles-mêmes, elles puissent valoriser les autres. Alors ça a été là aussi une sacrée aventure, parce qu'il a fallu là se battre sur tous les fronts. Vous comprenez, faire un cabinet d'esthéticienne, puis cours de danse, et puis des bibliothèques, et puis des jardins d'enfants. Alors qu'on était dans la boue, qu'on vivait dans la boue. Et puis ensuite, on a introduit progressivement la télévision. On a essayé d'aider aux gens à voir la télévision. Vous pensez que ça a été un scandale général.
D'autre part, dès le point de départ, j'ai créé un institut de recherche. Et ça a été, si vous voulez, notre rampe de lancement, parce que nous appuyons sur des données scientifiques, ce qui plaisait énormément à l'époque. C'était très coté. Hein. Alors, puis ensuite, nous sommes situés au niveau international, au niveau du BIT, au niveau de l'UNESCO, au niveau de l'ONU, de l'UNICEF. Ce qui fait que, au fond, et tout ça, on l'a fait exprès, c'était pour nous donner des parapluies. Hein, des parapluies pour qu'on ne puisse pas nous dire qu'on était une petite association. C'était pas la question d'être une grande ou une petite association, mais c'était très important, c'est que nous ayons des appuis dans tous les milieux. Et quand vous rencontrez un membre du gouvernement, qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis d'abord qu'il a des responsabilités, que la misère est absolument intolérable et que sa responsabilité première, c'est de se poser les 3 questions. La première question, ce que je fais. Deuxième, ce que je dis. Troisième, ce que je pense. Est-ce que cela sert aux pauvres? Eh bien, c'est ça que nous essayons, en tant que mouvement, d'amener les responsables politiques, mais pas seulement les responsables politiques, mais aussi les responsables syndicaux et religieux et les autres, à se poser la question, nos combats servent-ils réellement tout le monde? Et nos combats ne laissent-ils pas une frange de familles et de personnes? Les revendications sont-elles réellement des revendications pour tous? Si nous ne faisons pas garde, si nous ne prenons pas garde, nos lois, notre démocratie peut vivre sans que jamais on s'occupe de ces familles et sans que l'on fasse référence à leur situation. C'est pourquoi, continuellement, les 3 questions que je pose, c'est toujours les mêmes. Ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, est-ce que cela sert réellement à la cause des plus pauvres? Est-ce que cela sert à les responsabiliser et puis à leur permettre de sortir? Est-ce que ceux qui ont plus sont capables d'accepter d'en recevoir moins au profit de ceux qui ont moins? Et tout est là, vous savez, tout est là. Hein. On ne sortira de la misère dans le monde, parce que aussi dans le monde en général, que dans la mesure où ceux qui ont acceptent d'avoir moins pour ceux qui n'ont pas, en faveur de ceux qui n'ont pas. Mais pas du tout parce qu'on fait une aumône, et au titre d'un abandon de justice. On n'est pas ici au niveau de l'aumône, on est au niveau de la justice. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un jeune, aux jeunes actuels? Ben, je dirais, ne regarde pas, te regarde pas, mais regarde les autres, c'est ça que je dirais. Pense pas tellement à toi, mais pense aux autres. Lutte pas tellement pour toi, mais lutte pour les autres. Et si tu pries, alors engage-toi. Engage-toi. Et ne reste pas confiné dans des communautés qui n'éclatent pas. Éclatent. Un jeune est fait pour éclater. Par contre, il a le pouvoir de faire bouger à cause de l'espérance et de l'enthousiasme qui est en lui. Alors là, il peut faire bouger. Parce qu'il peut faire découvrir aux hommes que ma foi, le monde n'est pas comme on veut lui faire croire. Il n'est ni triste, ni moche, ni rien. Il est disponible. Au fond, il y a aucun homme ni femme, n'est-ce pas, qui au fond de lui-même n'a pas un besoin de donner, par conséquent de rencontrer quelqu'un qui lui donne et à qui il donne. Ça, je crois que c'est le fond même de notre humanité.